Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Il faut voir ces images amateurs pour comprendre l'ampleur du drame qui s'est joué ce week-end dans un magasin à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Ces flammes ont été provoquées par un simple pétard jeté par un adolescent. 3 d'entre eux ont été arrêtés tout à l'heure alors que les pompiers ont découvert aujourd'hui un 7e corps dans les décombres. Des décombres, il ne reste plus que cela. Aujourd'hui, sur les lieux de l'explosion d'une canalisation de gaz à Noisy-le-Sec hier, nous avons voulu savoir dans quelles conditions les habitants de l'immeuble qui s'est effondré vivaient en cette avant-veille de Noël. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage poignant de ces familles qui ont tout perdu. Tony le catholique, ce sera peut-être le prochain surnom de l'ex-premier ministre britannique. Tony Blair, anglican, s'est converti à la religion de sa femme et de leurs 4 enfants. Comme prévu, c'était la grande cohue aujourd'hui dans les magasins. Les cartes de crédit ont chauffé, comme on dit. Nous verrons que les clients de dernière minute sont ceux qui comptent le moins. Quand on n'a pas d'idée, mieux vaut avoir des sous. Il a rejoint l'autre rivage, peut-être celui des Sirtes, dans ces pays imaginaires. L'écrivain Julien Gracq s'est éteint à l'âge de 97 ans. Il était l'un des plus grands écrivains français contemporains. Le nouveau bilan de l'incendie survenu dans un magasin de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe fait désormais état de 7 morts et d'un blessé grave. Un 7e corps a été retrouvé sous les décombres. Par ailleurs, on l'a appris tout à l'heure, la police a procédé à l'arrestation de 3 jeunes gens soupçonnés d'avoir allumé le pétard à l'origine du drame. Philippe Rochaud. Ce témoignage filmé par un amateur sera essentiel dans l'enquête sur l'incendie du bazar de produits d'Asie qui a fait cette mort. Le feu a gagné la rue, 2 voitures vont brûler, mais dans le magasin tenu par une famille chinoise, les gens ne peuvent pas sortir. Car l'incendie s'est déclaré à l'entrée sur un étal de pétards. Il n'y a même pas d'issue de secours. Ça a été un brouhaha de pétards et puis après on a vu le feu et ça a pris les étages à une vitesse phénoménale. D'après les témoins, ce sont des jeunes qui ont lancé des pétards sur un étalage de feux d'artifice qui a pris feu immédiatement. 3 d'entre eux sont d'ailleurs ce soir en garde à vue. Les feux d'artifice ne doivent pas être devant le magasin. À l'entrée du magasin sur une table comme ça ne se fait pas. Les pompiers ont mis 9 heures pour éteindre l'incendie car les flammes leur barraient l'entrée. De plus, un mur de béton séparait les 2 ailes du magasin. Cette double épaisseur de béton nous a bien servi puisqu'elle a fait office de coupe-feu, mais elle a également fait à l'intérieur office de four. Un four qui s'alimentait avec les produits particulièrement inflammables vendus dans ce bazar et qui n'a laissé aucune chance aux gens qui étaient à l'intérieur. 2 explosions ont réveillé la ville d'Ajaccio ce matin. Il s'agit de 2 attentats perpétrés en pleine ville à 5 minutes d'intervalle. L'un visait la trésorerie générale, l'autre une caserne de gendarmerie. 2 personnes ont été légèrement blessées. Ces actions n'ont pas été revendiquées, mais on peut constater que depuis la fin du procès d'Ivan Colonna, il y a 10 jours, les attentats se poursuivent à un rythme soutenu en Corse. Triste Noël pour les victimes d'une explosion au gaz samedi à Noisy-le-Sec. L'immeuble, nous vous le disions hier, a pu être évacué à temps, mais ses habitants ont tout perdu. 250 personnes en tout s'apprêtent à passer un réveillon sans rien. Leurs foyers, leurs affaires, leurs souvenirs ont été ensevelis en quelques secondes sous un énorme tas de gravats. Pierre Monégier, Marécro. Des tonnes de gravats et une barre HLM coupée en 2, 24 heures après l'explosion. Malgré les risques, des voisins escaladent les débris. Ils cherchent quelque chose susceptible de remonter le moral des sinistrés. Des photos, tous les petits souvenirs qui pourraient leur rappeler en fait qu'ils habitaient ici, que c'est Noël, c'est la période de Noël, ils ont tout perdu. Les pauvres, ils ont tout perdu. C'est un peu dangereux pour vous? Si, mais bon, si on peut faire un peu de bien pour Noël pour demain. Ce matin encore, on redoutait que d'autres poches de gaz n'explosent. Hier, par miracle, l'effondrement de 2 cages d'escalier sur 4 étages n'a pas fait de victimes. Seuls quelques blessés légers parmi les pompiers et les policiers. Mais 38 familles ne pourront pas passer Noël chez elles. Certaines ont trouvé refuge chez des proches ou à l'hôtel, d'autres ont dû dormir dans ce gymnase. Et comment vous avez passé cette nuit dehors, en dehors de chez vous? Très mal, très mal. On a l'impression qu'on vit un cauchemar, je voyais tout repasser devant moi. Tout. C'est-à-dire? Tous mes souvenirs, mes bijoux, tout ça, j'ai plus rien, Depuis hier, tout le monde s'y met. Vous avez apporté quoi là? Chaussures, pantalons, vêtements chauds, pulls, tout ce qu'on peut trouver. Les bénévoles sont même dépassés. Il faut qu'on arrête, on ne peut plus en mettre sur les tables. D'accord? Des chaussures de... Beaucoup étaient en pyjama au moment de l'explosion. Ils n'ont rien, ils ont besoin de tout.
des culottes, des chaussettes. Et récupère pour sa fille aussi. C'est ce que je suis en train de faire, là, elle n'a même pas de culotte. Moi, c'est une amie qui m'a donné une culotte. C'est comme si on venait de naître à l'instant là. Vous savez qu'on vient de Mars, on atterrit sur Terre. Voilà, et on a pu passer, on n'a pu rien. Tout juste de quoi se raccrocher à quelques photos sauvées des flammes. Christophe, c'est mon fils Christophe pour sa communion solennelle. Vous croyez avoir perdu tout ça? Oui, mais on a perdu encore des souvenirs. J'avais ma mère en cassette, mon père qui est parti. Ça, on attend de trouver encore des choses. Puis il y a des... Vous savez, ça, on n'arrivera jamais à refaire une vie, 30 ans, on n'arrivera jamais. Ce que j'espère maintenant, c'est que les gens ils ne nous laissent pas tomber. C'est pas d'aujourd'hui, c'est demain, après-demain, après-demain. Demain déjà, l'office HLM leur proposera peut-être un vrai logement. Les enquêteurs, eux, commencent à peine à déterminer les responsabilités entre Gaz de France et l'entreprise qui a perforé la canalisation. Pour les habitants de la barre Stephenson, il faudra du temps pour oublier. 5 ans presque jour pour jour après la fermeture du centre de Sangatte pour migrants, le maire de Calais a décidé ce week-end d'ouvrir une salle pour accueillir les candidats au passage en Angleterre. Il affirme qu'il ne s'agit pas d'un centre d'accueil permanent, mais comment faire lorsque des centaines de personnes dorment tous les soirs dans la rue et dans le froid? Il a fait la nuit dernière, moins de 5 degrés. Édouard Bergeon, Dominique Mas. De jour comme de nuit, ils marchent pour se réchauffer, pour ne pas mourir de froid. Tous sont des migrants clandestins, déterminés à rejoindre l'Angleterre dans l'espoir d'une meilleure vie, mais toujours bloqués à Calais. Il fait froid, vraiment très froid. Il y a des gens qui arrivent ici sans aucune couverture ni blouson. Certains sont malades et leur vie est en danger. On essaie de passer, mais des fois on se fait arrêter par la police française en essayant de monter dans les camions. Et vous essayez souvent? Tous les soirs. Ce midi c'était repas de Noël, alors il y avait foule. 350 migrants servis par des bénévoles. Au menu, cuisses de poulet, pâte en sauce et de la chaleur. Car après un long voyage, les Afghans, Irakiens ou Soudanais sont épuisés. Certains sont ici depuis plusieurs mois, dans un état de santé préoccupant. Nos amis africains, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à nos températures. Donc on a beaucoup qui sont, d'ailleurs, on s'en est aperçu les 3 nuits où ils ont vraiment dormi comme une masse. Car depuis vendredi soir, les migrants peuvent dormir à l'abri. Le maire communiste de Calais a réquisitionné une salle de dockers sur le port, estimant que le plan grand froid n'était pas suffisant. Pour la mairie, il manque des places pour passer la nuit au chaud. En période d'urgence et exceptionnelle, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir un local d'urgence. Ce n'est pas un local permanent, ce n'est pas un nouveau Sangatte que l'on veut ouvrir. Au contraire, le maire refuse d'ouvrir un nouveau point de fixation. Mais là, c'est une situation de crise. La préfecture, elle, affirme qu'il reste des places disponibles en centre d'urgence. Cette réquisition ne pourra donc pas durer. Si ce centre venait à se pérenniser, il est bien évident que l'État réagirait, c'est-à-dire qu'on fera en sorte que cette activité disparaisse. Mais bien évidemment, il faut aussi que le conseil régional qui en est le propriétaire sollicite l'expulsion. Cette nuit encore, des migrants tenteront de traverser la Manche. Ils seraient entre 300 et 600 à attendre leur ticket, coincés à Calais. Les candidats au départ à Orly-Ouest vont tous pouvoir rejoindre leur famille à temps. Les personnels au sol d'Air France ont décidé de transformer la grève en trêve des confiseurs. Le mouvement a donc été suspendu, mais il y avait encore aujourd'hui de nombreuses perturbations. Luc Bazizin, Mathieu Nivenglowski. Un face-à-face qui aura duré 4 jours. Passagers d'un côté, avions annulés ou retardés de l'autre. Bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Cet après-midi, les tableaux d'affichage de l'aéroport d'Orly reprenaient quelques couleurs de vacances avec des avions à l'heure, mais pas toujours. Si les avions décollent avec un peu de retard, c'est pas grave. Mais encore qu'ils nous donnent des informations, on n'a aucune information. On a eu la réponse qu'il y avait une incertitude et qu'il fallait quand même se présenter. Et on a eu la chance de voir ce vol maintenu en arrivant. On va être à l'heure pour les personnes qui viendront nous chercher et puis on pourra prendre les cadeaux demain à l'heure, etc., etc. Donc c'est une bonne nouvelle. Du monde, mais plus de bousculade dans l'aérogare ce soir. Air France a finalement pu assurer plus de 80% de ses vols aujourd'hui. Les agents au sol en grève, qui se battaient pour une revalorisation salariale, ont finalement décidé de suspendre leur mouvement.
Il a été décidé par les collègues de suspendre, non pas d'arrêter la grève, pour pouvoir mieux reprendre et mettre un ultimatum réel au niveau de la direction pour ouvrir de réelles négociations avec de réelles augmentations de salaire et de conditions de travail. Un répit donc pour ces fêtes de fin d'année, avec la menace d'une reprise de la grève début janvier. Air France promet un retour complet à la normale dès demain matin. Un chiffre maintenant, combien les Français dépensent-ils pour les cadeaux de Noël? Regardez, il s'agit d'une moyenne par foyer, 556 €, dont plus de la moitié pour les cadeaux. C'est plus que nos voisins allemands et italiens, mais c'est moins que la moyenne de l'Union européenne. Alors autre constat, plus on fait ses achats tard et plus on est prêt à délier les cordons de la bourse. Moralité, quand on n'a pas d'idée, mieux vaut avoir des sous. C'est ce qu'ont pu vérifier cet après-midi dans les magasins Caroline Thébault et Stéphane Guillemot. Il est peut-être le seul à prendre le temps de gazouiller avec les enfants et même de se faire prendre en photo. Mais pour tous les autres, le temps presse. C'est toujours à la dernière minute. Pourquoi? Pas le temps, on trouve pas le temps et puis on repousse à chaque fois. Alors à J-1, il faut trouver une idée à tout prix, même un gadget. Celle-là quand même elle est petite mais tu vois regarde, moi je fais pas gaffe. Quitte à oublier les étiquettes. Comme c'est la dernière minute et puis qu'on a flashé sur le cadeau, on le prend direct. Il y a un côté date limite quoi, qui fait qu'à partir d'un certain moment, on se dit que peu importe le prix, il faut faire le cadeau. 55 € le beau à tout de même. Pourtant, les Français ont prévu de moins dépenser cette année pour les cadeaux. Cette famille a donc tout prévu pour faire des économies. On est pas mal de frères et sœurs, cette année on a tiré au sort et chacun fait un gros cadeau les uns aux autres, plutôt que de faire plein de petits cadeaux. Voilà. Noël, c'est ici un quart du chiffre d'affaires annuel. Et ce week-end a atteint des sommets. On passe à 250 000 visiteurs jour sur des journées comme celle d'hier, vraisemblablement comme celle d'aujourd'hui. Et des gens qui dépensent à peu près combien? Qui vont dépenser plus de 100 € en moyenne. Sans oublier le dîner du réveillon. Il représente 30% du budget des Français. Un budget en hausse malgré les prix. Tout a quasiment augmenté, donc le foie gras, les volailles aussi. On a acheté tout à l'heure une poularde de Bresse, ça a relativement augmenté aussi. Donc on économise sur les cadeaux pour avoir un bon repas. Voilà. Plus que 24 heures, après vous pourrez vous poser et déguster. Et justement, en parlant de table de Noël, beaucoup d'huîtres vont mourir demain sur l'autel de la tradition. Rassurez-vous, elles sont prêtes. En tout cas, les producteurs ont tout fait pour. Ils jouent gros en cette saison. Reportage sur le bassin de Marennes-Oléron en Charente-Maritime. Éric Pinault, Alain Darégrand. Au petit matin, les premières poches d'huîtres sont sorties des bassins. Le calme règne encore quand soudain... Après ça, 200 kilos de verre pour le marché, s'il te plaît. Une course contre la montre s'engage. Noël est là, les commandes aussi. La patronne distribue encore et encore des bourriches à remplir à sa brigade féminine. Voilà, là Bruno, tu leur diras si ça va pas, qu'elle rajoute une huître si jamais c'est pas assez lourd. D'accord. Des fois, voilà. Et une journée comme aujourd'hui, vous en aurez distribué combien des bourriches? C'est plutôt un poids que je sais. C'est plutôt un poids. Bon, ça dépend à quelle heure on va arrêter, mais on arrive à sortir de notre établissement 30 tonnes par jour. Laurent, deux douzaines de 3 pour Gap, ça fait une palette? Gap, Dijon, Metz, Paris, dans la pièce voisine, ce sont les hommes qui chargent les palettes et préparent les expéditions. Cette entreprise familiale joue gros en cette fin d'année. Elle vend 400 tonnes d'huîtres par an. Plus de la moitié seront consommées pour les fêtes de fin d'année. On fait 60% de notre volume en 12 jours. On est en monoproduit, 60% en 12 jours. Faut pas se louper. Non, on n'a pas le droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va pas faire de camions. Comme chaque année en décembre, 35 000 tonnes d'huîtres de Marennes-Oléron vont garnir une table de réveillon sur 2. Ce bassin ostréicole produit à lui seul la moitié des huîtres françaises. Il a réussi le tour de force de mettre son nom sur toutes les tables. Gilbert Ducrot, fondateur du groupe d'épices Ducrot, est mort hier à l'âge de 79 ans. Il est entré dans l'histoire du monde agroalimentaire français, mais aussi dans celle de la publicité avec cette petite phrase dont tout le monde se souvient. C'est qui c'est les cacaches? C'est une première dans l'histoire de la politique britannique. Un ancien Premier ministre s'est converti au catholicisme. Tony Blair a quitté l'église anglicane et a rejoint la religion de son épouse et de leurs 4 enfants. Cela fait longtemps qu'il voulait le faire, dit-il, mais il a attendu de ne plus être en fonction, comme si les pouvoirs temporels et spirituels n'étaient pas encore totalement séparés. Arnaud Boutet, Dominique Marotel à Londres.
Longtemps, il a repoussé cette conversion jugée personnelle. Élevé dans la foi anglicane, celle de l'Église d'Angleterre, Tony Blair devient donc catholique, comme l'était déjà son épouse chérie et ses 4 enfants. Et ce matin, à l'heure de la messe, devant la cathédrale de Westminster, les fidèles se disent ravis et peu surpris. Tony Blair se convertit au catholicisme. Peut-être y a-t-il été forcé par sa femme. Je pense que c'est formidable, vraiment. C'est un homme de grande foi, évidemment. Il a été un très bon Premier ministre. Il pourrait même devenir pape. Avant de quitter Downing Street, Tony Blair avait été reçu en audience privée par le pape au Vatican. Mais en tant que Premier ministre, il se gardait bien d'évoquer la religion, refusant même de répondre lorsqu'il y a quelques mois, un journaliste l'interrogeait sur son éventuelle conversion. Et vous me posez cette question tous les ans. Dans sa route vers la foi, Tony Blair ne peut faire oublier ses choix politiques, critiqués par l'Église. Il y a l'avortement, le partenariat civil pour les homosexuels et bien sûr la guerre en Irak. Alors, ses opposants ironisent. Allez Tony, vous avez voté contre la parole de l'Église quand vous étiez Premier ministre. Vous avez changé d'avis, vous demandez pardon pour tout ça? L'Église catholique se félicite de la conversion de Tony Blair et ses pratiquants sont désormais plus nombreux que les anglicans. Les immigrés catholiques, en particulier les Polonais, se comptent ici en centaines de milliers. L'Europe ne rapproche pas toujours les peuples. Exemple, en Italie, depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union, beaucoup de Roumains ont choisi d'émigrer là-bas. C'est même la première communauté étrangère. Résultat, la xénophobie à leur égard a gagné du terrain. C'est bien que le gouvernement italien a décidé d'autoriser l'expulsion de ceux qui commettraient des actes graves. Correspondance Philippe Visserias, Karine Guillaumin. Une semaine d'hôpital et la peur de sortir dans la rue. Ce Roumain installé depuis 8 ans en Italie se trouvait sur le parking d'un supermarché lorsqu'une dizaine d'hommes masqués se sont jetés sur lui. D'après la police, c'étaient des militants d'extrême droite. J'étais en train de ranger les courses dans la voiture. J'ai entendu des gens qui criaient. Je me suis retourné et j'ai reçu un coup violent sur la tête. Après, je me suis évanoui. C'est ici qu'a eu lieu l'agression. Torre Angela, banlieue est de Rome, entre ville et campagne, un quartier populaire où s'est installée en masse la communauté roumaine. Des commerces, des services publics, pas d'insécurité apparente. Mais ici, désormais, ceux qui n'aiment pas les étrangers n'hésitent plus à le dire haut et fort, comme ces mères de famille italiennes à la sortie de l'école. Les Roumains ont pris le travail des Italiens. Ils ont amené la prostitution, beaucoup plus que les Albanais même. Moi, je n'étais pas raciste, mais je le suis devenu. Dehors, chacun chez soi, il n'y a que ça à faire. Le problème, ce sont plutôt les tziganes qui viennent de Roumanie. Eux ne travaillent pas et sont trop nombreux. Les tziganes roumains, de plus en plus nombreux en Italie depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en janvier dernier. Tous les jours, à la gare routière de Rome, ils sont des dizaines à faire la navette avec Bucarest. Une communauté accusée de vivre de rapine et de délinquance, comme ces adolescents, filmés il y a quelques mois devant la gare de Milan, passés maîtres dans l'art du pickpocket. Une tension alimentée par un fait divers, le meurtre fin octobre d'une Italienne par un Roumain d'origine tzigane. Argin Kostica est l'un des porte-parole de cette communauté, désormais placée sous surveillance. À tout moment, cette famille peut être expulsée d'Italie, si les autorités estiment qu'elle représente un danger pour l'ordre public ou si elle n'apporte pas la preuve d'un travail légal. Ils ne sont pas d'accord pour rentrer en Roumanie, simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. La vie pour eux là-bas est pire qu'ici. Pour l'instant, depuis l'entrée en vigueur du décret gouvernemental début novembre, 360 étrangers ont été expulsés d'Italie. C'est un immense manteau blanc qui a recouvert une bonne partie des États-Unis. Et ça tombe mal car ce week-end, 60 millions d'Américains, un quart de la population du pays, comptaient se déplacer pour les fêtes. Mais les chutes de neige sont si importantes que de nombreux axes ont été fermés pour éviter les accidents. On compte déjà 5 morts. Correspondance Alain Chalvon. Ce qu'il y a de bien avec les tempêtes de neige, c'est qu'on n'y voit rien. Et que tout prend un aspect magique, dans une sorte de halo feutré. À vrai dire, les Américains se seraient bien passés de cette deuxième vague de froid en 10 jours, en plein week-end de fête, occasion d'une des plus grandes transhumances de l'année. Car à force de conduire à l'aveuglette dans la tempête, voilà ce qui arrive. Sortie de route, accident et carambolage gigantesque. 3 quasi simultanément dans l'Oklahoma, le Kansas et le Texas. Plus de 80 véhicules dans ce dernier cas. Heureusement, on ne roule pas vite et l'on ne déplore pour le moment que 5 morts.
dans ces incroyables enchevêtrements de ferraille. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il faut dire que le mauvais temps est arrivé très vite. Les gens n'ont pas eu le temps de réagir. Et il n'y a pas que les automobilistes qui sont touchés. Ceux qui ont choisi l'avion se retrouvent bloqués. 200 vols annulés, rien qu'à Chicago. Les commerçants craignent également d'être affectés. Difficile d'accéder jusqu'aux centres commerciaux, même si l'âme consommatrice des Américains l'emporte le plus souvent. Beaucoup de gens voulaient venir mais n'ont pas pu à cause de la neige. Noël c'est mardi, alors on n'a pas vraiment le choix. Dans le même temps, le Mississippi était balayé par des tornades comme on n'en voit en principe qu'en avril-mai, et le gouverneur de Caroline du Nord décrétait des mesures d'urgence pour lutter contre la sécheresse, qui a dit qu'il y a quelque chose de détraqué sur cette planète. Neige encore, avec une mauvaise nouvelle pour les amateurs de ski dans l'un des plus grands domaines du monde. Le téléphérique de la Vanoise qui relie La Plagne aux Arcs ne pourra pas être mis en service cet hiver. Les experts parlent d'anomalies constatées sur les câbles. D'ordinaire, ce téléphérique transporte jusqu'à 2000 personnes par heure. Virginie Fichet. Jusqu'à nouvel ordre, le Vanoise Express restera à quai. L'un des plus gros téléphériques du monde qui relie la station de La Plagne à celle des Arcs a été stoppé pour des raisons de sécurité. Il y a 15 jours, des anomalies inquiétantes, notamment des boursouflures et des brins cassés, ont été constatées lors d'un contrôle de ces câbles porteurs. Ça implique des reprises de tension lourdes, un travail important sur des câbles. Vous avez plus de 150 tonnes de tension par câble, ce qui est difficile de faire dans l'environnement hivernal. Résultat, 8 mois d'arrêt. Le temps de fabriquer et remplacer les 2 énormes câbles de 75 mm de diamètre qui supportent les cabines. Leur durée de vie est normalement comprise entre 20 et 30 ans. Mi-janvier, une expertise complète sera effectuée pour tenter de comprendre ce vieillissement prématuré. Un coup dur pour les stations qui devront se passer cette saison de leur atout technologique. Avec des conditions cette année exceptionnelles d'enneigement, donc le client, je dirais, va trouver pour le satisfaire un service maximum. En cette fin d'année, le Vanoise Express n'est pas le seul à être grippé. À Courchevel, l'un des 2 téléphériques établissant la liaison avec Méribel fonctionne, lui, au ralenti. Une erreur de manipulation a endommagé une cabine dont les skieurs seront privés durant ces vacances de Noël. Alors la bonne nouvelle quand même, vous l'avez vu, c'est que la neige est bien au rendez-vous dans les Alpes et aussi dans les Pyrénées. Et c'est tant mieux pour les amateurs de ski hors piste. Une fois par an, le célèbre Pic du Midi offre la virginité de ses pentes aux meilleurs glisseurs de la région. C'était ce week-end, sensation garantie. Antoine Armand, David Bresse. Premier rayon de soleil sur le Pic du Midi de Bigorre. Skieurs et surfeurs s'engagent déjà sur les pentes de ce haut sommet pyrénéen. Une fois par an, ces freeriders, les meilleurs du massif, se donnent rendez-vous ici pour une descente d'exception du 100% hors piste. Le freeride, c'est tout simplement d'évoluer en dehors des pistes. Libre à nous de prendre ses propres responsabilités, de s'informer sur la neige, de jamais partir seul, d'avoir les équipements de sécurité nécessaires pour faire la descente. Mais après, c'est que du bonheur, parce que c'est que de la poudreuse. Et le terrain, ils le connaissent, ils sont tous nés dans ces vallées. Bardés maintenant de médailles et de titres mondiaux, ils reviennent ce week-end jouer à domicile pour le plaisir, fiers d'être pyrénéens. C'est chez moi, enfin je suis 2 vallées plus loin, mais vu d'ici, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut sauter dans ma vallée. Ils ont une grande fougue, une grande simplicité, je pense que c'est comme ça qu'on peut décrire les Pyrénéens quand même. En quelques minutes, ces riders vont avaler sous leur spatule l'équivalent de 5 fois la Tour Eiffel. Avec ses 1700 mètres de dénivelé hors piste, le Pic du Midi n'a pas à rougir des grandes descentes alpines. Alors c'est comment? De pures sensations, un début de saison en fanfare, on espère que ça va continuer. Des saisons qui se suivent et qui hissent toujours un peu plus haut les Pyrénées au rang de vastes terrains de hors-piste, majestueux et sauvages. Et attention tout de même à ne pas trop sortir des sentiers battus. On a appris il y a quelques minutes qu'un randonneur est mort dans le massif pyrénéen sur la commune d'Azé. Il a été emporté par une coulée de neige. Ika rêvait tout simplement de voler. Aujourd'hui, réchauffement climatique oblige, on rêve d'avions propres. Eh bien, un grand pas vient d'être franchi tout à l'heure dans les Hautes-Alpes. Regardez, une équipe d'ingénieurs français a réussi pour la première fois à faire décoller un avion électrique. Ce vol expérimental a été autorisé par la Direction générale de l'aviation civile. Il a duré 48 minutes. Pour l'heure, il s'agit d'un appareil monoplace d'une envergure de 9 mètres, mais ses concepteurs estiment qu'il pourrait remplacer à terme les petits aéronefs de loisirs.
On parle souvent des cités lorsque les choses vont mal. Eh bien, voici un autre visage de ces quartiers dits sensibles. Près de Lorient, il fallait bien la solidarité de tous les habitants pour transformer une tour vouée à la destruction. Pour eux, le compte à rebours a commencé, mais comme un calendrier de l'Avent, ils ont décidé d'ouvrir chaque jour une fenêtre sur leur imaginaire. Vous allez comprendre. Romuald Bonan, Michel Hiver. À côté des gravats d'une tour en démolition, un autre immeuble qui l'été prochain subira le même sort. 14 étages de béton où pourtant depuis quelques mois on refait les peintures. On est parti sur une idée de faire voyager les gens du quartier qui bien sûr ne sont pas des gens forcément fortunés. Mais bon, s'ils ont des envies de voyage, ici c'est l'occasion rêvée. Car ici, avant l'arrivée des bulldozers, prend vie un curieux musée de l'éphémère. Oh trop beau, vous êtes trop beau! Une drôle de tour de Babel où se côtoient d'anciens locataires, des voisins de quartier, des curieux, un monde de briques, de brocs, des cuisines, des salles de bain et des placards qui tout à coup racontent des histoires. Repères disparus, village délité, ce qui a entraîné comme mot des angoisses, attentes. Il y a 35 ans que je suis dans la tour et j'ai surtout dit les mots avec des mots ôtés pour dire notre douleur et notre souffrance de partir de la tour. Plus haut dans les étages, il y a la peur des demandeurs d'asile, l'angoisse noire des vieux de l'immeuble placés en foyer, mais aussi de l'humour. Il y a du plastique dessous. Et l'envie surtout de reconnaissance de ce quartier populaire. C'est un quartier qui a été un petit peu décrié, mais qui a certainement des qualités de vie qu'on découvre comme ça. Un musée infernal où de petites mains mettent la dernière touche à un géant de 35 mètres, le calendrier de l'Avent. Jusqu'à Noël, on doit ouvrir une fenêtre du calendrier. Ouvrir les fenêtres pour prendre date, le clin d'œil de ceux qui souhaitent s'afficher avant de s'effacer. On a envie aussi de diffuser en fait de la magie dans ces quartiers. Donc c'est ça aussi, parce qu'elle existe, et puis il y a une espèce de solidarité dans ces quartiers comme on n'imagine pas, il y a un respect comme on n'imagine pas, et je me dis, il faut le dire, il faut le crier. Une tour détournée, un musée ouvert au public, avant de partir en poussière. Si vous avez des enfants pas loin de vous, appelez-les. On a un cadeau, une image pour eux, un scoop, comme on dit chez nous. Et nous avons pu retrouver la maison du Père Noël dans les neiges du Nord. Regardez, dans cette blancheur immaculée, elle était bien cachée. Et nous avons surpris le départ du Père Noël, qui, aidé par ses lutins, va commencer son grand voyage à travers les foyers du monde entier, conduit bien sûr par son traîneau et par ses célèbres rennes. Image magnifique. Et si vous n'êtes plus assez jeune pour rêver, au moins vous apprécierez le paysage. Autre cadeau pour les plus grands, si vous aimez le flamenco, alors ce qui va suivre va vous plaire. À Paris, l'une des plus grandes danseuses flamenca au monde incarne une Carmen comme vous ne l'avez jamais vue. C'est au Théâtre des Champs-Élysées. Michel Monponté et Tristan Lebras ont pu assister au spectacle et à ses coulisses. Attention, ça décoiffe. Seul dans la lumière. Quelques heures avant la première, l'heure des ultimes réglages, face à la salle vide et encore obscure. Sarah Barras. Le temps avance plus vite qu'un métronome déréglé, et elle dans le tourbillon, un soir d'avant-première. Trois heures avant le lever de rideau, c'est l'instant terrible où rien ne semble prêt. Jeu de main, la star est partout, et le trac qui serre sûrement sa gorge. Dans Carmen, il y a tellement de choses. Il faut régler la chorégraphie, la musique, les habits, les lumières, les vidéos. C'est très lourd. Quand l'épreuve d'aujourd'hui sera passée, je m'occuperai de moi. Elle pense avoir tout prévu. 20 heures. Le spectacle commence comme on craque une allumette, mais tout à coup... Alerte incendie. Les lumières se rallument. Évacuation après 6 minutes de spectacle du jamais vu au Théâtre des Champs-Élysées. Flottement, les nouveaux détecteurs très performants de fumée n'ont pas apprécié le spectacle. 45 minutes plus tard, elle est de retour. À la voir danser, on se dit que finalement cette femme de feu a bien de quoi affoler tous les systèmes anti-incendie du monde. Une Carmen pleine d'étincelles et Sarah Barras au sommet de la danse espagnole.
C'est un de ces spectacles rares dont l'émotion vous serre longtemps la gorge. Cinéma, c'est la grande mode en ce moment. Les stars du grand écran passent derrière la caméra. Le jeune américain Ben Affleck n'a pas résisté. Il arrive avec son premier film comme réalisateur, Gone Baby Gone. Et comme il a le sens de la famille, le rôle principal a été confié à son frère. François-Julien Piednoir et Sylvain Daubat l'ont rencontré avec un peu de difficulté, il est vrai. Le rendez-vous est donné dans un palace parisien avec Ben Affleck. Problème, nous n'avons pas le numéro de sa suite. Une femme de chambre va peut-être nous renseigner. Est-ce que vous savez où il est? Non, je sais pas. Il n'a pas disparu. Enfin, on ne sait pas ce qui est déjà. Vous ne savez pas qui c'est, d'accord. Mesdames, vous ne savez pas qui est Ben Affleck? Eh bien, c'est le héros américain de Pearl Harbor, d'Armageddon, et le héros à une époque de Jennifer Lopez. Ah, chambre 303, il y a l'affiche de son film, ça doit être là. La production nous interdit de le filmer tant qu'il n'est pas maquillé, et pourtant quel bel homme, diront certaines ou certains. 1m88, 35 ans, mais cette fois vous ne le verrez pas à l'écran. Il réalise son premier film et met en scène son petit frère Casey Affleck dans une histoire de disparition. Une enfant de 4 ans est dans la rue. Si on n'arrête pas le ravisseur dès le premier jour, on n'a plus que 10% de chance de la retrouver. Un détective privé, le frère de Ben Affleck donc, va enquêter et remuer de vieilles histoires. On veut vous engager pour renforcer l'enquête. Vous en faites pas, on va la retrouver. Faut me le promettre. Je vous le promets. Tout se passe à Boston. C'est la ville natale des deux frangins. Ils connaissent les rues, les figurants. C'était donc plutôt rassurant pour un premier film de tourner en famille. Il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir d'un acteur que vous rencontrez pour la première fois. Vous savez, avec un frère, forcément, ça fait des années qu'on se connaît et ça valait le coup de le faire ensemble. Le petit frère n'est plus un débutant, mais il est toujours fasciné par le grand. Mon frère a créé une atmosphère sur le tournage. Il est super marrant, super professionnel et il s'est fait respecter par tout le monde. Mais quand on n'est pas de la famille, c'est bien plus facile de plaisanter sur le réalisateur. Ben, je vous raconte pas. Il est affreux, horrible. Il ne sait jamais ce qu'il veut. Si tu veux faire ça, Patrick, il faut que tu en sois vraiment sûr. Pendant 2 heures, la famille Affleck nous plonge dans les bas-fonds de Boston et de la pédophilie. Étrange? Non. Pour un réalisateur à la gueule d'ange. Et comme chaque dimanche soir, voici notre box-office. Premier, Je suis une légende avec Will Smith, qui était d'ailleurs notre invité la semaine dernière dans ce journal. Deuxième, Alvin et les Chipmunks, conte familial qui totalise plus de 30 000 entrées. Troisième, La Clé. Guillaume Canet et Marie Gillin ont attiré près de 12 000 spectateurs. Et puis en quatrième position, on retrouve Les Trois Brigands, encore un film pour enfants. Alors évidemment, ça marche bien en ce moment, 10 000 entrées totalisées. C'était l'un des plus grands écrivains français contemporains. L'hommage ce soir est unanime. Julien Gracq est décédé à l'âge de 97 ans. Il détestait les honneurs, il adorait les pays imaginaires. Il a rejoint hier l'autre rivage, sûrement celui des Syrtes, José Blanc-Lapierre. Fuyant les caméras et les journalistes, Julien Gracq, malgré le succès, garde la tête froide et un immense recul à l'égard de lui-même. Il y a un moment où ce que vous avez fait, c'est comme ça. Ça vous oblige à prendre telle posture et vous ne la changerez pas. C'est un fait de vieillissement. En 1951, alors qu'il vient de dénoncer l'incompétence des jurys littéraires, il reçoit le Goncourt pour son livre « Les rivages de Syrte ». Fidèle à ses idées, il refuse le prix. Souvenir d'une sorte de casserole que j'ai traînée trop longtemps, parce qu'on est toujours l'homme qui a refusé le prix Goncourt. Ça m'a confirmé tout à fait dans l'idée que j'avais des prix littéraires et de leur vaniser. Julien Gracq est l'homme qui ne transige pas. Il est parfaitement fidèle à ses principes, à ses valeurs, à ses idées. Ça, pour moi, c'est pas une question de caractère, c'est une question de morale. Il avait une morale de ce qu'il était et de ce qu'était la place d'un écrivain dans la société. Il s'y est tenu. Jamais publié en poche, Julien Gracq est l'un des rares écrivains à être entré de son vivant dans la prestigieuse Pléiade. Hormis dans cette collection, pour lire du Gracq, il faut le mériter. Gracq a toujours été publié chez José Corti, qui avait la spécialité de faire des livres non massicotés, ce qui veut dire que le livre n'est pas coupé. Donc vous ne pouvez pas lire Gracq si vous n'avez pas un coupe-papier. C'est une première caractéristique de l'auteur. Dans la maison du Maine-et-Loire où il est né, Julien Gracq recevait encore de temps à autre quelques lecteurs ou écrivains triés sur le volet. L'agrégé d'histoire et de géographie laisse 19 ouvrages, une œuvre classique, poétique,
sans concession. Et puis l'autre deuil aujourd'hui, c'était l'un de nos principaux titres dans ce journal, je vous le rappelle, il concerne la Guadeloupe. Un 7e mort a été retrouvé sous les décombres du magasin incendié à Pointe-à-Pitre. Ces images amateurs montrent la violence des flammes et la vitesse à laquelle elles se sont propagées après qu'un pétard a été lancé par des adolescents. 3 jeunes gens ont d'ailleurs été arrêtés tout à l'heure, ils ont entre 15 et 18 ans. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko. À 20h50, ne manquez pas les aventures d'Harry Potter dans la chambre des secrets. Demain, pour l'information, vous retrouverez Élise Lucet à 13h et Françoise Laborde à 20h. Et puis en ce qui nous concerne, eh bien, on se retrouve le week-end prochain. Donc avec un peu d'avance, je vous souhaite un joyeux Noël et une excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Votre soirée.